je sens quand même que je peux avoir, j'espère avoir une contribution un peu pertinente à la réflexion qui nous rassemble. Je suis metteur en scène, je suis un homme de théâtre et j'ai développé une certaine indépendance financière depuis quelques années parce que je vends depuis une dizaine d'années des billets dans un des endroits qui est une des plus grandes catastrophes écologiques au monde, c'est-à-dire que j'ai fait 2 spectacles à Las Vegas. Et pour le Cirque du Soleil. Et j'ai vécu cette création-là comme une énorme contradiction, surtout mon dernier show, parce que j'avais le bonheur de pouvoir diriger la grande rencontre entre les Beatles et le Cirque du Soleil. Et chaque matin, quand j'allais travailler, je pense que je traversais 12 terrains de golf au milieu du désert et j'assistais à tout l'arrosage et le gaspillage. Quand j'ai commencé à travailler là, il n'y avait aucun recyclage qui se faisait à Las Vegas, qui est probablement la capitale mondiale du gaspillage. C'était un difficile paradoxe à intégrer d'être à la fois au milieu du rêve et au milieu du cauchemar. Et dans l'été qui a suivi, je me souviens, au lendemain de la première du spectacle, qui était un énorme succès, je suis allé marcher dans la forêt des séquoias de la Californie avec ma femme et mes enfants parce que j'avais comme besoin de me réconcilier avec la nature. Et j'ai passé ensuite l'été à planter des arbres sur une petite terre en friche sur la vallée du Saint-Laurent. Et quelques années plus tard, 2-3 ans plus tard, l'industrie du gaz de schiste est débarquée dans ce milieu de vie-là. Et pour moi, ça a été une espèce de chemin de Damas, vraiment de révélation sur l'impact de l'industrie des hydrocarbures dans nos milieux de vie. Et éventuellement, ça me mène au cœur de la réflexion qu'on partage aujourd'hui. Puis j'essaie de naviguer depuis un soir où l'ancien président d'Hydro-Québec, André Callier, qui était devenu le représentant des pétrolières et des gazières, venait nous présenter la prospérité à venir dans notre monde, dans des villages qui sont en deuil de leur jeunesse, d'emploi, dans un monde qui est déjà jusqu'à un certain point en décroissance et qui venait faire miroiter la voie de la prospérité avec une industrie qui non seulement risquait de ce qu'on a appris dans les premières réflexions, recherches qu'on a faites, qui menaçaient la qualité de l'eau qu'on buvait, de l'air qu'on respirait, des terres où on vivait, où on avait planté des arbres, où d'autres cultivent le blé ou les fruits, les légumes. Mais rapidement, je me rends compte dans mes recherches avec les scientifiques, il y avait tantôt une citation d'Ansel, je crois, de la NASA qui dit qu'on est les contemporains d'un monde où la combustion du gaz et du pétrole est en train de remettre en cause les conditions mêmes qui ont permis la création de la vie sur Terre. Alors, je fais cette réflexion-là, comme d'autres, et puis un jour, je lance un appel, ou en juin 2011, pour qu'on prenne la rue, parce que visiblement, il y a une bataille de l'opinion publique à livrer. Et je vois bien dans mon étude, j'essaie d'être aussi rigoureux dans ce dossier-là que j'ai pu l'être avec l'univers des Beatles ou avec celui de Shakespeare quand il s'agit de monter des shows. Et je me rends bien compte que notre classe politique, nos dirigeants, parce que j'ai plusieurs rencontres par moments privées avec les Lucien Bouchard, les Pierre Arcan, les Nathalie Normando de ce monde, des rencontres one-on-one où je peux vraiment confronter mon exigence et la leur, et je me rends compte qu'ils sont relativement incompétents et ignorants du problème global qui nous occupe, de l'inquiétude dont on est contemporain. Alors, ça me donne d'autant plus de légitimité de sonner la cloche, surtout quand j'entends Lucien Bouchard, le jour où il prend acte pour devenir le défenseur de l'industrie pétrolière, il dit « Je le fais pour l'amour de mes fils qui sont le cœur de ma vie, pour la suite du monde. » Et il s'avère que moi, mon deuxième garçon est dans la même classe que le deuxième garçon de Lucien Bouchard. Alors moi, je fais ça pour les mêmes raisons que lui. À la différence près que moi, je fais ça bénévolement. Et que j'ai l'impression, après une heure de discussion avec lui, que je connais mieux le dossier que lui. Or, il s'avère que la raison scientifique que vous incarnez ne passe pas la rampe de la volonté politique et des changements radicaux auxquels on est convié. J'ai envie de donner 2 exemples à ça. Il y a, donc, après cet appel au rassemblement de juin 2011, il y a 15 000 personnes qui prennent la rue. Ça, c'était avant le printemps. Les indignés venaient de sortir à Madrid. Et à l'automne, je me mets à rêver qu'on va être 100 000 dans la rue un jour pour pouvoir en imposer. C'est l'époque du plan Nord et le reste. Et je me dis, il y a quand même une dégradation du bien commun. Et quand en décembre, le Canada se retire du protocole de Kyoto, les écologistes lancent un appel à ce qu'on se retrouve à la place du Canada pour dénoncer le geste
extraordinairement triste que le Canada est en train de poser. Et moi, la dernière fois que je suis allé à une manif à la place du Canada, c'était en février, je ne sais pas quelle année, contre la guerre en Irak, il devait y avoir 50, 75 000 personnes. En plein février, je me souviens, j'avais mes enfants sur les épaules, enfin, ma femme et moi, on avait chacun... et je me disais, on a eu le sentiment, quand on a pris la rue, qu'on a fait une différence, parce que le Canada ne s'est pas engagé dans la guerre en Irak. Alors, je me pointe sur la place du Canada, on est au milieu de décembre, à peu près à pareille date, il y a 3 ans, décembre 2011, et il y a à peu près 100 personnes qui ont répondu à l'appel des écologistes, et je pense que je les connais tous. Et là, je me dis, on a un sacré problème. La raison scientifique nous dit une chose, il y a un geste politique d'une importance pareille, les écologistes lancent un appel à la mobilisation et tout le monde s'en fout. Et là, ce jour-là, je suis là, j'ai un ami comédien, Christian Bégin, et je lui dis, je raconte l'histoire. La dernière fois que je suis venu ici, il y avait 100 000 personnes dans la rue, et là, j'entends un leader écologiste, André Bellil, de la QLPA, qui dit, le 22 avril, c'est le jour de la Terre, on va se retrouver, on va prendre notre revanche, puis là, je me mets en tête de mettre dans la rue 100 000 personnes le 22 avril, au jour de la Terre, entre autres pour dénoncer le retrait du Canada de Kyoto. Et il y a eu une extraordinaire mobilisation citoyenne qui, en marge du printemps étudiant, qui n'était pas sur le radar à ce moment-là, mais qui rapidement nous a rattrapés, pour ne pas dire nous dépasser. Et il y a eu cet extraordinaire rassemblement d'humanité le 22 avril, au jour de la Terre. 250 000 personnes à Montréal, il y avait du monde, j'avais lancé un appel qu'on sonne les cloches de l'église, je me demandais à Vigneault, à Fred Pellerin, de lancer l'appel au bédo, de sonner les cloches, puis les gens allaient se rassembler aux îles de la Madeleine, à Gaspé, à Rouyn-Noranda. Il y a eu une extraordinaire volonté populaire qui s'est affirmée, et aujourd'hui, on peut se demander qu'est-ce que ça a donné tout ça? Et qu'est-ce qu'il faut faire davantage? L'an dernier, il y a 1 an et demi, les Russes organisent les Jeux olympiques d'hiver. Et le responsable des cérémonies de clôture et de fermeture se font refuser leur concept par le Comité international olympique, leur concept de jeu de fermeture. Et le responsable de ça, qui est le président de Channel One en Russie, a vu mon show des Beatles à Vegas, puis il dit « Appelez ce gars-là à la rescousse ». Alors, je m'en vais les rencontrer. Et je vois leur concept, je dis, mais effectivement, si j'avais été membre du Comité international olympique, j'aurais probablement refusé votre concept aussi. Et là, je leur dis, revenons à la source. Qu'est-ce qui se passe dans les Jeux olympiques contemporains, d'hiver contemporains? On vit dans un monde où on veut célébrer l'héroïsme humain dans l'hiver, dans un monde où on a peur qu'il n'y ait pas de neige. Ça, c'est la grande émotion qui sous-tend le grand rassemblement humain. Et là, on a l'occasion, un soir, devant une partie de l'humanité qui va regarder ça à la télévision, de parler de ça, de se réunir autour de ce qui, à mes yeux, est la plus grande question. Alors, je leur dis, j'ai beaucoup d'amis russes avec qui j'ai travaillé au cirque, beaucoup d'acrobates, de grands talents, et j'essaie de savoir qui est la figure héroïque qui fait consensus dans la société russe, qui est une société par ailleurs assez divisée. Et on me dit, c'est Gagarine. Le premier homme qui, de loin, a vu cette planète-là et qui, en débarquant sur Terre, a dit « je l'ai vue ». J'ai vu à quel point elle était seule, elle était belle et qu'elle me semblait fragile et il faut en prendre soin. Alors je dis, je vais ouvrir le show avec cette idée du Spoutnik qui passe et il y a une petite fille qui patine et tout à coup, avec un ours polaire, un vieux clown, et puis tout à coup, il y a une craque dans la glace, et puis la glace se met à fondre, et la petite fille part à la dérive sur sa partie de glace, et l'ours polaire de son côté, et là, on est sous le regard de Gagarine, on est tous rassemblés autour de cette inquiétude du réchauffement climatique, mais le clown qui a une valise a un truc dans sa poche, il peut ouvrir la valise et déclencher une tempête de neige. Donc, la magie, je m'inspirais de Slava, qui est un fameux... un célèbre clown russe. Alors, je dis aux gens, je pense que ce qu'on va faire, on va donner au monde entier la plus grande tempête de neige de l'histoire du show business. On va se rassembler autour de ça. Et on va la partir dans le stade, ensuite, on va faire, je travaillais avec des gens de Moment Factory sur un autre projet à Barcelone, et je leur disais, on va faire une simulation de Sochi sous la tempête, puis on va faire exploser la tempête partout à travers la planète. Pendant le show télé, on va avoir des reportages météo. Je prends contact avec Paul McCartney, qui est un supporter de Greenpeace à 16 heures, et je lui dis, serais-tu prêt de chanter I'm Back in the USSR live à Londres pendant une tempête de neige? Et là, il me dit oui, ok, j'embarque dans le coup. Alors, je leur soumets une idée qui me semble
je ne sais pas quelle bénédiction me touche, mais je suis allumé par la nécessité intérieure de me dire on a l'occasion de faire un statement extraordinaire autour du réchauffement climatique. Le gars de Channel One, il me regarde, il dit quelle sorte de drogue tu prends. Et ils acceptent mon concept, on le monte vers le comité russe, le comité olympique russe. Et après 2 mois de travail, on m'a dit oui, c'est bien ton concept, mais tu vois, on est content d'avoir McCartney, mais l'idée de la petite fille, le statement politique, on n'est pas sûr qu'on veut lier notre héros national à la question du réchauffement climatique. Et tout à coup, ils comprennent qu'il pourrait y avoir un impact politique, diplomatique, au statement, somme toute assez bon enfant, que je suis en train de faire. Et moi qui avais négocié la main haute sur l'autorité artistique de mon projet, je finis par me retirer du projet parce que je vois bien que ce qu'on veut faire, c'est édulcorer l'impact de ma parole, de mon geste d'artiste. Je rentre au Québec pour vous dire comment tout est dans tout, puis éventuellement je vais arriver peut-être à notre sujet un peu plus directement, mais le Parti québécois, quand je rentre au pays, le Parti québécois a mis sur la table un projet de loi qui va interdire la fracturation hydraulique sur le territoire du Québec. Donc le gouvernement nouvellement élu donne légitimité aux revendications qu'on avait portées, les citoyens, les scientifiques, les groupes écologistes, sauf qu'on exclut du territoire protégé Anticosti et la Gaspésie, où on a besoin de faire la fracturation hydraulique pour aller chercher le pétrole, qui est le synonyme de notre prospérité. Moi, j'ai vendu mon concept 150 000 $ aux Russes, parce qu'en me retirant, j'aurais quand même donné quelques bonnes idées qui ont servi à l'élaboration de la cérémonie d'ouverture et de clôture. Et je suis allé voir une productrice et j'ai dit, ben, je vais faire un film on peut-tu faire un film avec 150 000 $? Et je suis parti sur Anticosti, qui avait été, dans les années 70, acheté par le gouvernement. Et mon père avait participé, qui était sous-ministre au tourisme à l'époque, avait participé à cette opération. Alors, je me dis, je vais aller faire un film où je vais essayer de poser avec mon fils Jules la question qui nous hante tous. Nous sommes la première génération qui risquons de donner en héritage un monde en moins bon état que celui dont on a hérité. Et la combustion du pétrole et du gaz est au cœur de cette transmission-là. Alors, est-ce qu'on doit, nous, sous prétexte de prospérité, aller exploiter le pétrole d'Anticosti? Ça va me permettre d'avoir une espèce de réflexion sur le pouvoir d'une société démocratique à décider de son propre destin, basé sur les conclusions, par exemple, de la NASA, qui dit que si on continue comme ça dans l'usage de nos ressources, ben dans 50 ans, notre civilisation s'effondre. Alors, je pose la question en me disant, ben, est-ce que les 230 habitants de Port-Meunier peuvent se comporter en irréductibles au nord de la carte et dire, ben, écoutez, nous autres, on ne mange pas de ce pain-là, et voici, ou bien on va y aller, mais à telle ou telle condition, pour exiger que le pouvoir politique agisse avec sagesse. Non pas au nom d'une prospérité, d'une création d'emploi, mais au nom du bonheur des gens, du bien commun. Parce qu'on a trop souvent tendance à associer la création de richesse, la création d'emploi avec le bonheur des gens, mais ce qu'on veut, c'est être heureux. J'ai-tu fini mon temps? Non. Alors, ce que j'ai envie de vous dire, j'ai fait un film, vous pourrez le voir, où j'essaie de poser la question de est-ce que le Québec doit suivre la voie qui est tracée, à l'heure du réchauffement climatique, qui est tracée notamment par le modèle albertain. Sachant bien qu'ici, on a fondé notre modernité énergétique il y a 50 ans sur 2 valeurs qui m'apparaissent fondamentales. Une énergie propre, ça s'est peut-être fait par hasard, mais ça s'est fait comme ça, relativement propre. L'hydroélectricité n'est pas parfaite. Et aussi la notion importante du partage de la richesse. Or, c'est étonnant de voir à quel point le statement des scientifiques de la NASA, il n'y a pas très longtemps, s'appuie sur les 2 mêmes bases. L'usage des ressources et le partage de la richesse qu'on tire de ces ressources-là. Malheureusement, mon film n'a pas eu le même impact que le travail de propagande que j'ai pu faire avec un certain nombre d'artistes et d'écologistes. Je ne vais pas prendre le crédit pour moi tout seul, loin de là, je ne devrais pas passer pour plus narcissique que je ne le suis déjà, mais je me sens investi de l'autorité que le mouvement extraordinaire, démocratique et citoyen, il y a 4 ans au Québec, une levée de bouclier qui a rassemblé des gens qui n'avaient rien à voir ensemble, au nom de la qualité de l'eau, la qualité de l'air, la qualité de la terre, et on a arrêté
l'industrie du gaz de schiste sur ce continent, alors qu'elle prospère partout et elle est dévastatrice partout, au nom d'un certain nombre d'inquiétudes qu'on croyait légitimes et qui sont aujourd'hui confirmées par la recherche scientifique. La revue Nature, encore la semaine dernière, publiait deux articles dévastateurs sur l'héritage impitoyable, extrêmement tragique que l'industrie du gaz de schiste va laisser aux États-Unis, est en train de laisser aux États-Unis un peu à travers le monde. On a arrêté momentanément, Harvey Meade, dans son cynisme légendaire, dit on peut bien gagner quelques batailles, de toute façon la guerre est perdue. J'ai envie d'être d'un optimisme un peu plus résolu, et je crois qu'il est possible d'arrêter les choses. On l'a vécu avec l'industrie du gaz de schiste. Je me suis beaucoup promené depuis 4 ans, mais surtout peut-être depuis un an et demi, dans le contexte de mon film, d'abord à questionner les gens, les citoyens, les scientifiques, et puis ensuite à rencontrer les citoyens. Il y a un formidable éveil à la question du réchauffement climatique, de l'impact négatif du pétrole et du gaz dans notre milieu de vie, et on a vu il y a 2 semaines, quand Gabriel Nadeau-Dubois a le brillant sens du timing qu'il a eu, on a vu à quel point il y a un assentiment populaire, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont envoyé 20$, puis tout à coup, on a financé à hauteur de 360 000$, si je ne m'abuse, je ne connais pas le chiffre final, mais il y a un mouvement citoyen qui s'appelle « Coule pas chez nous ». Ce que j'ai envie de dire en réalité, là où moi je suis présentement, c'est que je crois qu'on a une occasion extraordinaire à cause des projets très concrets que l'industrie du pétrole et du gaz, mais là surtout du pétrole, quoique le gaz, on n'est pas à l'abri d'un retour de l'invasion du gaz de schiste, mais je veux croire qu'avec Naomi Klein, par exemple, que l'occasion, le défi qui nous est posé par le réchauffement climatique, par l'avancée de l'industrie pétrolière, est une occasion de changement. C'est assurément une occasion de prise de conscience. Donc, je crois, là où j'en suis aujourd'hui, c'est que je crois que nous avons le devoir de refuser. Ce refus-là, les idéalistes de mon espèce et les joueurs de tam-tam avec qui je ferai souvent, ceux qui marchent, ceux qui s'indignent, ceux qui crient, ceux qui gueulent, ceux que Lucien Bouchard appelle les bloqueux, je pense qu'ils font un travail important, essentiel, mais ils ne peuvent pas avoir le monopole de ce refus-là. Il faut que le refus, pour pouvoir être efficace, ait le plus large spectre possible pour s'appuyer. Et je pense que les scientifiques ont un travail, une responsabilité énorme. Parce que moi seul, je demeure un clown. Et si je peux m'appuyer sur une raison scientifique et la communiquer, parce que souvent, les sonneurs de cloche de mon espèce peuvent avoir le don de toucher, de transmettre, de communiquer différemment pour essayer de... Et les gens, moi, il y a des centaines d'artistes qui ont suivi mon appel et je n'ai jamais donné une scène à ces artistes-là, on l'a fait sans contrat, parce que les gens, ils s'entendent bien l'importance de poser les gestes. Alors, je pense qu'il faut manifester haut et fort, avec autorité, notre refus de nous enfoncer davantage dans le modèle de prospérité qui est celui que nous propose la majorité de la classe politique et de la classe industrielle. Mais par ailleurs, nous avons aussi le devoir de passer en mode solution, en mode transition. J'ai passé une semaine à Stockholm. Ils ne sont pas parfaits, les Suédois, mais ils sont quand même en avance de ce qu'on fait. Le Danemark s'est doté, il y a l'an dernier, ou il y a un an et demi, d'une politique de transition, d'éloignement du pétrole, ambitieuse, extrêmement ambitieuse, probablement provoquée par l'échec de l'accord de Copenhague, mais il y a des modèles. Peut-être le modèle le plus éloquent, c'est celui de l'Allemagne, qui, au lendemain de Fukushima, décide de sortir du nucléaire. La première économie d'Europe, on sort du nucléaire, une économie extrêmement dépendante en énergie du nucléaire, on sort du nucléaire. À cause de la géopolitique d'Ukraine et de Russie, les Allemands rouvrent le débat de la fracturation hydraulique le printemps dernier et ils décident politiquement, la volonté politique s'affirme, nous n'irons pas dans la fracturation hydraulique. On vient il y a 2 semaines en Allemagne de se doter d'un plan de sortie du charbon, un autre combustible fossile important. On a amorcé le virage d'une transition énergétique solide, ferme. Ce n'est pas des idéalistes, c'est des gens qui souhaitent que la richesse soit partagée et que l'industrie roule. Il y a un autre débat, je pense, essentiel sur la croissance, dont je ne veux pas faire l'économie. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des modèles extrêmement pragmatiques de société auxquels on doit... Le Québec est extrêmement bien doté pour être exemplaire. Moi, mon deuxième, celui qui était dans la même classe que le fils de Lucien Bouchard, il est étudiant à Polytechnique présentement et j'espère que
il va retrouver sa job ailleurs qu'à Fort McMurray. Et là, c'est le modèle de Fort McMurray qui prédomine. C'est celui-là qu'on veut nous faire croire comme étant le modèle de notre prospérité. Or, nous savons bien que c'est une prospérité qui profite à court terme à un certain nombre d'actionnaires. Je suis en train de... Là, on m'avait dit de faire une question-réponse, mais je suis un bavard incorrigible. Je suis en train de travailler. Avec mon prochain show, le printemps prochain, je vais ouvrir la saison, je vous donne un scoop. J'ouvre la saison du Théâtre de Nouveau Monde en pleine campagne électorale fédérale avec une version pour la scène de Moby Dick, qui est un grand classique de la littérature américaine. Moby Dick, essentiellement, ça raconte une chose. C'est la tragédie des chercheurs d'huile. On était, dans l'histoire américaine, autour de 1850, en train d'exterminer les mammifères marins, et c'est la découverte du pétrole, notamment en Pennsylvanie, qui va sauver les baleines de l'extermination. Alors, la fable que Melville nous sert, un Américain en 1850, qui porte un regard sur les débuts de la grande aventure multinationale industrielle américaine, qui part des côtes de Nouvelle-Angleterre, nous raconte tout simplement l'obsession d'un homme qui décide qu'il va se poser en plus fort que la nature, qui lui est si indifférente, qui est toute puissante, et qui va mener une humanité à bord du Pequod, son navire, à son naufrage. La quête d'huile dont nous sommes les contemporains est en train de mener l'humanité à son naufrage. Et dans le roman, un seul membre de l'équipage survit pour témoigner de cette tragédie-là, de la tragédie de ce naufrage-là. Je pense qu'on est les contemporains de cette même inquiétude. J'ai envie de croire, on pourrait s'enfermer dans le cynisme, il y a des millions de raisons d'être cynique, bien sûr, et je pense que c'est de santé probablement par moment de prendre une petite dose de cynisme, mais je pense qu'il faut être résolument optimiste en essayant de répondre à la question « qu'est-ce qu'il faut faire ?» Et Catherine est là, je pense que c'est important que les scientifiques parlent aux artistes, que les artistes parlent il y a une gang de militants là, qui ne peuvent pas rester isolés. Là, en bas du fleuve, les gens sont extrêmement mobilisés dans le dossier du pipeline. Il faut se servir des occasions concrètes qu'on a. Il y a le rendez-vous de Paris qui s'en vient. Avant, il y a un rendez-vous électoral au Canada. Le Canada, il a été l'artisan du protocole de Kyoto qu'on a détricoté, dont on s'est sorti il y a quelques années. Alors, j'ai envie de croire que plus il y aura de coming out, plus on pourra sortir, ça c'est moi qui le dis, là, mais du cercle des mots pour passer vraiment en mode, d'être le plus pragmatique, en mode solution, de mettre de la pression sur, je le dis sans méchanceté, mais je suis étonné de voir à quel point nos leaders politiques n'ont pas de vision globale du problème, n'ont pas l'envergure de se poser en défenseur à la hauteur de l'intérêt public, à la hauteur des défis qui nous sont posés. Et je suis absolument persuadé qu'on a les moyens de se poser en société déterminée, exemplaire, où cette inquiétude-là peut être aussi une source de fierté, de rassemblement, un terrain commun comme on en a peu connu depuis quelques années. Est-ce qu'il y a des commentaires? Maintenant, on va passer à la période. Oui, pardon. Ben, merci beaucoup. C'est vraiment... je suis vraiment contente que vous soyez là, puis c'est vraiment inspirant ce que vous disiez, puis je pense que ça revient beaucoup à ce qu'on voulait faire aujourd'hui, parler de communauté, de s'unir ensemble. On voulait vraiment saisir l'occasion aujourd'hui pour que tout le monde se parle, puis s'unisse, puis trouve des choses à faire ensemble, puis aussi par rapport aux solutions, ben, la deuxième partie... en mode solution. Le mode solution, on va en parler après la pause café, mais allez-y. Merci. Je laisse, oui, alors, un premier commentaire. Oui, je sais que c'est encore des mots, que c'est très symbolique. Je ne sais même pas, en tout cas, je vous laisse réfléchir, enfin, je nous laisse réfléchir. Je me demande si, moi, ça fait quelques mois déjà que je me dis que ça nous prendrait un deuxième refus global. Voilà. Bien entendu. Oui. Je vous félicite, chapeau. Vous êtes très courageux, c'est merveilleux. Et je peux vous entendre bavarder pendant une semaine.
ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi nos politiciens sont toujours liés avec l'argent. Est-ce que c'est parce qu'ils deviennent riches là avec l'argent des industriels? C'est quoi qui fait toujours nos politiciens toujours liés avec les industriels? Ben, je pense qu'un des avantages de créer une force dans la société civile, c'est qu'il faut se débarrasser de l'échéancier qui confronte les partis politiques. Ils sont pris avec des visions à court terme. On a fondé certains espoirs sans trop d'illusions, mais quand même sur le changement de gouvernement avec le Parti québécois. Et la déception a été énorme parce que les décisions ont été prises, notamment dans le cas d'Anticosti. On a décidé d'investir 100 millions dans une recherche qui, et moi là, j'étais assez au courant du dossier pour voir que le risque était quand même relativement élevé. Il n'y a pas une pétrolière, pas une financière, pas Power Corp, là, ils vont entendre longtemps, mais ils n'ont pas mis une scène dans ce travail-là, alors que Marois va le mettre. Pourquoi? Parce que le représentant des pétrolières, on l'a su au lendemain de l'élection, c'est Lucien Bouchard. Et à un niveau... Le soir de la première de mon film, on est entre nous, es-tu journaliste dans la salle? Là? OK, parce que c'est pas sorti publiquement, mais le soir de la première de mon film, Martine Ouellette, qui était ministre des Ressources naturelles, elle vient me dire, dans l'oreille, après mon film, qu'elle a appris l'annonce publique de l'investissement du gouvernement de 100 millions dans l'exploration pétrolière d'Anticosti 60 minutes avant l'annonce. Alors, ça nous permet de mesurer le déficit de démocratie qu'on a. Et c'est la raison pour laquelle je me dis que notre espoir, ça doit être la société civile qui donne du... Morgan Freeman avait ce très beau mot dans un appel qui supportait celui de Ban Ki-moon en septembre dernier. Les politiciens ont besoin de courage et c'est nous qui devons leur donner le courage qui leur manque parce que l'échéance électorale, l'influence du lobby. Lucien Bouchard, il fait partie du lobby. Je pense que TransCanada, ils ont 26 lobbyistes inscrits à Québec présentement. Moi, je ne suis pas là. Non, mais dans le sens qu'il n'y en a pas beaucoup pour faire contrepoids, puis c'est... donc, je pense qu'une des raisons, et ça prend une volonté politique forte qui va s'appuyer sur un mouvement populaire parce que les intérêts industriels ou médiatiques, ils sont pour l'instant à l'opposé de ça. Donc, il est de toute première instance, urgence qu'on se mobilise et qu'on transcende, je dirais, le stade de l'indignation pour en arriver à un stade, j'ai envie de dire, pragmatique de solution. Des réponses courtes, s'il vous plaît. Oui. Comment faire durer, parce qu'en 2012, on s'en souvient tous, là, il y avait une mobilisation, il y a eu la journée de la Terre, mais après, il y a eu une marche, une manifestation, on sentait qu'il y avait quelque chose, comme une vague là, qui grossissait, puis là, c'est trompé, on se retrouve 2 ans plus tard avec encore les libéraux au pouvoir, c'est toutes les mêmes choses, même si c'est pire. Comment faire pour que ça... Je pense qu'il faut se donner la narration du monde. Au printemps 2012, ce qui nous a manqué, c'est qu'il y avait beaucoup d'indignation, mais la raison pour laquelle, comment ça pouvait se traduire en termes pragmatiques, positifs, concrets, était balbutiante. Je pense qu'on a un devoir de mettre au point cette narration du monde-là. C'est une chose. Il y a un appel aussi à faire. Je pense qu'il y a de la business à faire. Les Scandinaves ont compris ça. Les Scandinaves sont en train de miser sur la transition. Les Chinois, en partie, le font. Ils investissent plus dans la transition énergétique qu'on ne le fait ici, alors qu'on était dans le peloton de tête il n'y a pas si longtemps. J'ai envie de croire, je rêve, par exemple, qu'on se dise, OK, le gouvernement va nous pondre une politique, ces hydrocarbures, d'ici Noël prochain, une politique énergétique. Je me dis que plutôt que de sortir dans la rue pour encore une fois dire non, ça n'a pas de bon sens, votre maudite politique, je rêve, j'en parlais tantôt avec quelqu'un, qu'on se rassemble, qu'on convoque la société civile, un sommet, jetant les bases sur la base de travaux scientifiques, de plans d'affaires crédibles, animés par des clowns de mon espèce peut-être, mais ça prend de l'engagement de la société civile pour dire voici ce que nous voulons. Voici les bases de la politique énergétique qui est digne de l'exigence qu'on pose et du potentiel qu'on a. Et on est tout à fait légitimé de le faire. Il y a des sociétés où la volonté politique, elle s'inscrit plus, elle s'appuie sur cette volonté. Je pense que en Allemagne, Merkel, c'est pas, a priori, c'est pas la plus verte, mais le lobby vert qui s'appuie sur un mouvement populaire a beaucoup de pouvoir. Nous, on n'a pas de pouvoir. Fait qu'on se fait asphyxier notre appareil critique en se faisant affamer
Radio-Canada. Les scientifiques, vous le savez mieux que moi, on sort dans la recherche scientifique, dans l'importance qu'on accorde à cette recherche-là, à cette pensée-là. Alors, je pense qu'il faut fermement, avec autorité, le revendiquer pour se donner des plans concrets, des institutions qui transcendent les partis politiques. Oui? Cet automne, il y a le regroupement national des conseils régionaux de l'environnement du Québec qui a émis un rapport qui, selon moi, est drôlement intéressant et inspirant pour la société québécoise. On parle de réduction des énergies fossiles par l'électrification, entre autres, et ce qui nous permettrait, en tant que société québécoise, d'ici 6 ans, d'accumuler 18 milliards de dollars et de créer 130 000 emplois. Pourquoi, comme société, on ne va pas de l'avant avec ça? Il faut l'exiger. Je pense que cette étude-là, elle est peut-être des highlights de cet automne, mais il y en a d'autres. Je la sens, moi, cette mouvance-là. Et là, ben, il faut peut-être essayer de trouver le moyen de se rassembler et d'imposer ça. À un moment donné, là, il faut le faire, le show. Il ne faut pas être juste en réaction au show qu'ils nous font, là, mais nous autres, il faut le faire, le show. Le show, il est ici à soir, c'est ça qu'on veut. Puis, c'est nous autres qui avoir du succès. Parce qu'on est meilleurs, on est bien, on a les bonnes solutions. Là, on est au bord de ça. Il faut franchir, il faut passer du stade de l'étude au projet concret qui va forcer la volonté politique de dire voici là où on s'en va, voici, c'est là qu'on va investir, pas 100 millions Anticosti, ou bien s'il y a 100 millions Anticosti, ça doit faire partie d'une politique énergétique où on va me faire la preuve à moi qu'effectivement, c'est une bonne chose d'aller chercher ce pétrole-là plutôt que celui-ci ou celui-là. Oui? Vous parlez beaucoup de politique, et je vous pose la question, c'est pas anodin parce que je suis impliqué au sein du Parti vert du Canada, mais ce que je constate, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un événement qui est créé par des organisations environnementalistes, nous on se fait tasser. Parce qu'ils ne veulent pas mélanger le politique avec l'environnement et les associations. Sauf que le paradoxe, c'est qu'on a exactement les mêmes intérêts que vous. Donc comment expliquez-vous le fait que finalement les partis politiques qui certes ne sont pas assez lourds pour peser dans la balance encore aujourd'hui, quand ils veulent s'impliquer aux côtés des organisations environnementales, et bien finalement on nous dit qu'on n'a pas notre place? Bien, je constate deux choses. D'une part, dans votre question, moi j'ai mes sympathies environnementales, mais je ne fais pas partie de groupe formellement. Je suis un loose cannon, comme on dit en bon français. Ce que je constate, c'est que l'expérience du gaz de schiste qu'elle m'enseignait, c'est qu'il y avait des gens d'allégeance caquiste, péquiste, libérale, solidaire, qui étaient d'accord avec le combat qu'on menait et que si tout à coup on donnait une ligne partisane au combat, on risquait de polariser et de perdre l'esprit d'ensemble, la communauté, le rassemblement extraordinaire qui se passait, qui était rare. J'aurais envie de croire que le terrain de l'exigence écologiste devienne un terroir commun. Mais visiblement, force est de constater aussi que si je porte un discours, puis moi je suis rendu tagué, il y a 4 ans, là, j'étais le clown des Beatles, fait que j'avais pas encore ma casquette d'éco-terroriste. Maintenant, je suis brûlé, moi, mais j'espère. Donc, ce que je veux dire, c'est que dans la stratégie médiatique qui vise à rallier l'opinion publique, malheureusement, les écologistes n'ont pas la cote. Alors, quand on passe ce message-là à la télévision, les gens changent de poste. Ils sont tannés d'en entendre parler. Alors, assurément, puis en plus de ça, bien, dans la situation actuelle, les groupes, les ONG, là, les groupes comme Équiterre et compagnie, ils sont affamés, ils sont surveillés, c'est difficile, et en même temps, ils espèrent avoir des jeux d'influence et le reste, qui fait qu'ils ont tendance à ne pas pouvoir s'engager dans la chose politique, et c'est difficile de ne pas les comprendre parce qu'on est tous individuellement plus ou moins comme ça. Alors, c'est une bonne question que vous soulevez. Moi, j'en fais de la politique. J'en fais à tous les jours. Aussitôt que entre 2 répétitions, entre 2 rencontres de création, je m'occupe de cette question-là, la chose publique, sans le faire dans un organe partisan, mais un jour, c'est du pouvoir qu'il va falloir qu'on se donne, assurément. Et ça passe, heureusement ou malheureusement. Tu sais, moi, je dois avoir un âme d'anarchiste très forte qui me tire par en bas, là, ou par en haut, en tout cas. Mais je comprends la difficulté et on souhaiterait que le Parti vert soit une force au Québec. Il y a toute cette histoire de... Tu sais, j'essayais de convaincre Pierre-Carl Péladeau, alors qu'il était président d'Hydro-Québec, j'essayais de lui dire,
Si tu es un vrai souverainiste, tu vas reprendre le combat là où René Lévesque le menait en 1962, avant même que le PQ soit créé, parce que notre vraie souveraineté, c'est de se dire que nous autres, ici, on est capable de transférer tant de barils de pétrole par tant de kilowattheures d'une énergie propre. On l'a, ce potentiel-là, ici. Puis, les yeux y ont allumé, il a aimé la formule magique, mais en même temps, son patriotisme souverainiste du 19e siècle est encore le pas sur ce qui me semble, moi, tellement plus souverain. Enfin, c'est un autre débat. On a une dernière question. Oui. Il y a quelqu'un ici qui avait la même vue pendant longtemps. Mais juste parce que là, il y a eu beaucoup par la suite, les politiciens, c'est parce que aussi les lobbyistes et aussi les caisses électorales, il ne faut pas se leurrer, ils en ont besoin, ils ont faim. Les campagnes électorales maintenant coûtent tellement cher que si on pousse ce support-là, puis là, ben, comment on fait deux fois des mesures. Mais l'autre volet, puis là je parle vraiment parce que je suis gestionnaire de projet dans la vraie vie, c'est qu'ils n'ont aucun paramètre de mesure. Ils ne sont pas mesurés. Il n'y a pas de benchmark, il n'y a pas de checks and balances. Alors tant que ça n'existera pas, on est cuit. Okay? Et je pense que si on décide de se mobiliser, c'est aussi de leur donner des solutions. Ben, vous allez être mesurés dessus. Il va y avoir des checks and balances. Parce que si on leur laisse ça en disant, écoutez, oui, et qu'ils nous disent oui, c'est beau, et qu'il n'y a pas de checks and balances, au fur et à mesure où on avance dans le temps, ils vont s'en foutre comme le gars. Et ça, c'est un... Puis j'ai des amis qui travaillent en gestion de projet dans les méga hôpitaux et qui m'en ont raconté où, à un moment donné, on leur disait, écoutez, là, il faut se mesurer. Et la réponse était, on n'a jamais été mesuré. Oui, les gars, si ta seule mesure, c'est ta prochaine campagne électorale, je suis désolée, là, mais c'est pas un objectif en soi. Tout à fait. Merci. Merci à vous.